Bonsoir et bienvenue pour cette émission spéciale préparée par la rédaction de Fréquence Médicale. Le déficit en dihydropyrimidine déshydrogénase, que l'on appellera DPD, est une nouvelle préoccupation qui concerne des dizaines de milliers de patients. C'est un débat important par le risque que supposent les effets indésirables graves liés à un déficit en DPD au cours des chimiothérapies, incluant une fluoropyrimidine mal appréhendée. En effet, une nouvelle circulaire administrative rend quasiment obligatoire ce dépistage d'un déficit en DPD dans ses prescriptions, afin d'éviter les toxicités qui risquent de survenir. Nous allons donc nous intéresser à ce déficit, à son dépistage, à ses conséquences sur la chimiothérapie avec nos invités. Et tout d'abord, le docteur Gérard Milano. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes oncopharmacologue au Centre La Cassagne à Nice, directeur d'une unité de recherche à l'université de cette ville et surtout un des très grands spécialistes de ce sujet. Vous allez le découvrir dans un instant. Avec nous également le docteur Florian Scottet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes oncologue clinicien à l'hôpital Foch à Suresnes. Votre expérience, justement, est importante sur ce sujet. Enfin, notre troisième invité, c'est un habitué de ces émissions. C'est le docteur Éric Charles-Antoine. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, plus exactement. Vous êtes oncologue à la clinique Hartmann à Neuilly. Alors, les faits d'abord. Dans quel contexte ce dosage de déficit en DPD est devenu une préoccupation en oncologie? Qui répond? Charles Milano? C'est peut-être celui... Gérard Milano? On va lui laisser la parole. Bien. Il faut faire un petit retour en arrière. Donc, le problème posé par la DPD, qui est une enzyme, n'est pas nouveau. Ça fait bien 30 années que la communauté oncologique a pris conscience du risque de toxicité sévère pour certains traitements anticancéreux qui s'appellent... 30 ans. Oui, vous allez nous faire toute l'histoire parce que vu où on arrive, on commence il y a 30 ans et il faut combien de temps pour qu'on commence à s'en occuper ? Il faut mettre le problème dans son contexte, un peu comme le développement de médicaments. Oui. Donc déjà, on soulignait les risques de toxicité sévère, voire létale, associés à un déficit en cette enzyme. Donc que fait cette enzyme ? C'est une enzyme qui, naturellement, transforme l'uracile et la thymine en produits de dégradation, donc elle fait son job dans l'organisme. Il se trouve que les fluoropyrimidines, ce sont des analogues d'uracile, et donc les voies de métabolisme de ces médicaments empruntent cette voie de dégradation. Alors, on a très bien compris que la raison du problème, mais on se demande pourquoi on met 30 ans pour arriver à la forte campagne de presse orchestrée par Le Figaro et d'autres quotidiens. Je suppose que vous n'avez pas découvert ça au moment de ces travaux depuis 30 ans. Vous étiez parfaitement au courant, vous, les cliniciens, je crois que Éric Charles-Antoine ? Tout oncologue médical, au travers de sa formation à l'internat, a fait de la pharmacologie. Et c'est une des nombreuses formations qu'on reçoit, c'est l'existence potentielle d'un déficit en DPD susceptible donc d'expliquer notamment des toxicités importantes. Bon, et ça fait déjà plus de 20 ans. Oui, mais là, on est alors, vous racontez encore le complot médical qui se met en place, puisque personne n'en parle. Je vais me retourner vers Florian Scottet pour savoir à quel moment ça apparaît comme un problème majeur. Je vous dis, article du Figaro, qui orchestre d'autres développements, Mediapart en tout. C'est quand ça ? C'est il y a quelques mois, c'est début 2018, avec une recommandation. 30 ans pour arriver là. Pardon ? 30 ans pour arriver à ça. Oui, parce que les médias ont décidé de s'en emparer, parce que l'INCa a sorti une recommandation en disant « Nous recommandons la recherche de ce déficit en DPD ». Maintenant, comme le disaient mes deux collègues et amis, c'est un déficit qui est connu depuis longtemps. Effectivement, on a appris la pharmacologie pendant nos études de médecine. Effectivement, il y a des études depuis très longtemps qui parlent du sujet. On a des communications dans les congrès qui en parlent. Le fait que les médias s'emparent d'une recommandation met le feu aux poudres. Oui, mais là, vous êtes en train de donner une excuse au fait que les oncologues n'en parlent pas, alors que ça met clairement en porte-à-faux les oncologues. Le problème d'un sujet important, c'est, faut-il en parler ou pas, c'est de savoir si véritablement c'est un sujet qui, brutalement, mis devant aujourd'hui la scène médiatique, méritait de l'être. On le connaît de longue date, on sait le gérer, on avait pour habitude, devant des toxicités majeures, d'aller rechercher un déficit en DPD. Ce qui est nouveau, c'est effectivement de recommander aujourd'hui le caractère systématique de cette recherche, ce qui n'était pas auparavant le cas. Oui, mais j'ai demandé à vos deux jeunes confrères de donner leur appréciation, mais vous avez quelque part prêché dans le vide pendant longtemps ou pas ? Est-ce que vous aviez ce sentiment-là ?
Et la remarque qui vient d'être faite est très importante. C'est-à-dire, pendant des années, devant des toxicités inexpliquées sous prise de médicaments type fluoropyrimidine, on avait tendance à demander une analyse de DPD. Et très souvent, cette analyse de DPD signait une anomalie et qui était en accord avec le problème posé. Et ce qui est nouveau, j'insiste, ce qui vient d'être dit, c'est qu'on nous demande, parce qu'on exige, que cette recherche soit faite avant mise en place du traitement. On va voir. Voilà la nouveauté. Oui, la nouveauté, c'est de savoir aussi si c'est opposable de ne pas le faire. Donc, c'est important. C'est un problème franco-français ou les autres pays ont le même problème? Non, c'est une problématique internationale. Internationale. Éric Charles-Antoine, c'est quel médicament, les fluoropyrimidines? Alors, c'est essentiellement le 5-fluorouracile, utilisé dans différentes pathologies. Et puis, une prodrogue du 5-fluorouracile qu'on appelle la capecitabine, utilisée aussi dans différentes pathologies. Oui. Donc, ce sont effectivement des médicaments d'usage courant, extrêmement répandus et touchant, c'est vrai, potentiellement beaucoup de patients. Florence Côté, plusieurs pathologies, c'est plus précisément, c'est quoi? Ce sont des pathologies avec une incidence très importante, puisqu'on retrouve le cancer du sein, on retrouve le cancer colorectal, on trouve également, de façon moins fréquente, le cancer ORL, mais avec des chimiothérapies d'induction qui sont réalisées. Et avec un potentiel non négligeable de toxicité chez des patients qui sont souvent fragiles. Ça fait un pourcentage de cancer extrêmement important quand même, ça. Écoutez, les chiffres qui ont été donnés par l'INCa dans la recommandation sur des données épidémiologiques de 2012 estiment à peu près 100 000 patients, le nombre de patients étant traités par 5FU. Attention, le déficit en DPD ne touche pas 75% des patients. Maintenant, on va rentrer dans le débat qui fâche, c'est le nombre de décès que supposeraient ces problèmes de déficit. Alors, les chiffres varient. Celui que j'ai trouvé qui me semble être à peu près référencé, on approche 200 décès par an en France liés à ce problème. Vous en dites quoi, Éric Charles-Antoine? Alors, j'aimerais d'abord en connaître le bien fondé et les sources. Moi, je n'avais pas cette notion, déjà. Les notions qu'on avait auparavant, en tout cas moi, étaient beaucoup plus, entre guillemets, faibles. Gérard Milano n'était pas forcément contre ce chiffre quand j'en ai parlé avec lui. Vous savez, c'est difficile à dire. C'est pas 10, c'est pas 3000. On est autour d'une centaine, 200, effectivement. Mais on n'a pas recherché systématiquement. Mais même ça ne serait qu'un. Mais oui. On est bien d'accord. Je voulais vous amener sur ce terrain extrêmement glissant pour vous, parce que effectivement, la médecine a ce côté de dire que effectivement, il y a des morts dans les aléas thérapeutiques. Enfin, c'est quand même beaucoup, que ça soit, vous dites, c'est pas 10, c'est pas 1000. C'est quand même un nombre de décès qu'on ne peut pas, on peut pas dire, les chiffres sont faux. Mais aucun décès n'est à ignorer ou à négliger. C'est-à-dire que ça en fait encore une fois, c'est quand même un chiffre qui a été mis devant aussi la scène médiatique. On va pas revenir dessus. Oui, mais ça touche. Enfin, on vient de le dire, 100 000 patients sont traités chaque année. Et encore une fois, l'imputabilité du décès à véritablement l'existence d'un déficit et donc d'une toxicité majeure reste à démontrer. Mais qu'importe, comme vous l'avez parfaitement souligné, si on peut déjà en éviter un, on aura fait ce qu'il faut qu'on fasse. C'est pas parce que sur 100 000 voitures, il y en a 200 qui ne vont pas freiner, qu'il va y avoir un accident, qu'il ne faut pas qu'on se règle le problème de ces voitures. Vous êtes d'accord? Donc, pour vous, ça reste, c'est presque on rentre dans un problème de santé publique, ces chiffres-là. La question qui doit être posée, c'est quel pourcentage de patients, de sujets, présentent ce risque? Suffisamment. Il faut savoir qu'il y a un gradient, c'est pas du blanc au noir. On va aller là-dessus. La seule chose que je voulais vous demander, c'est quand il faut faire ce dosage et est-ce qu'il est indispensable de le faire, juste avant qu'on rentre dans le débat. La réponse, oui ou non? Oui, il faut le faire. Moi, je suis pharmacologue, je vais vous dire, sûr, forcément, je plaide pour ma paroisse. Oui. C'est quelque chose que... Et vous le faites? Non, pas encore, de manière systématique. Vous le faites? Mais au-delà de est-ce qu'il faut faire ou pas, déjà, non, je vais vous répondre autrement. Oui. Je pense qu'il faut, de façon systématique, évaluer, dépister les patients à risque de complications. Bien sûr, mais si vous les oui, avez mais dépistés... là on parle du 5FU et du déficit en DPD. Il y a d'autres techniques qui existent, il y a d'autres situations cliniques qu'il nécessite. Donc est-ce que c'est fait au quotidien dans tous les services? La réponse est non. Est-ce que je le fais au quotidien? La réponse est non. Chez quel patient nous pouvons dépister nous devons dépister ce déficit? La réponse est aucune idée.
le caractère systématique est recommandé par l'INCa et pose la question, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Oui, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions et savoir effectivement pour que chacun d'ailleurs, dans son colloque singulier, se fasse son opinion sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Vous êtes d'accord? Alors on va commencer par les questions pour comprendre ce que c'est que ce déficit en DPD et son évaluation. À quoi il sert le DPD? C'est un mécanisme de détox? Je l'ai dit dans l'introduction. Oui, mais c'est une enzyme on peut dire, de détoxification du 5-fluorouracile, puisque c'est l'enzyme qui dégrade l'uracile, qui est le produit naturel. Il est impliqué uniquement dans la détoxification des fluoropyrimidines? Oui. Pas d'autre. C'est quoi le mécanisme qui va conduire à la toxicité? Le mécanisme qui conduit à la toxicité est un mécanisme pharmacocinétique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une surexposition aux médicaments par défaut de catabolisme, d'élimination. L'élimination se fait par catabolisme hépatique. Ce qui fait que tout le monde n'ayant pas ce déficit, c'est que c'est des mutations génétiques qui sont responsables de... Oui, l'anomalie peut s'expliquer par des mutations, effectivement, qui imputent la fonctionnalité de la protéine enzymatique et qui fait qu'elle a un déficit de fonctionnement et qui fait qu'il y a une surexposition aux médicaments. Alors, pour bien comprendre ce déficit, ce n'est pas un effet on-off, c'est simplement, il y a des gens qui ont plus ou moins ce déficit. C'est pour bien qu'on comprenne. C'est une bonne question. Quand on regarde les données de la littérature, on voit que, d'abord, il faut expliquer comment mettre en évidence cette anomalie. Donc, il y a deux approches. Je ne dirais pas deux écoles, deux approches. Vous avez évoqué les mutations. Quand on s'intéresse aux mutations, on fait ce qu'on appelle du génotypage. Donc, si on fait du génotypage, on va rechercher systématiquement par des techniques de biologie moléculaire appropriées. Je pense qu'il c'est pas l'endroit pour les développer, mais il faut savoir, faut insister dessus. Donc on va rechercher des mutations particulières qui sont associées à ce risque. C'est avec ça que vous allez faire le test. Génotypage. Non, en fait, alors, pour faire les tests, c'est ça que vous allez rechercher. Il y a, je vous dis, cette première stratégie de test. La deuxième stratégie de test, c'est faire ce qu'on appelle le phénotypage, c'est-à-dire la conséquence fonctionnelle de cette anomalie. Et ce qui tombe sous le sens, c'est d'aller mesurer le niveau d'uracile au niveau plasmatique, puisque une surexposition à un uracile traduit ce déficit dans cette enzyme. Donc ça, c'est le phénotypage. Alors, le résultat que vous allez donner aux cliniciens, c'est un chiffre, c'est un pourcentage de déficit en DPD, c'est comment ça s'exprime ? On donne aux cliniciens une information sur un risque. Donc un risque qui est lié à la présence ou pas de certaines mutations, qui peuvent être des mutations qui peuvent handicaper le fonctionnement d'une manière sévère, plus ou moins sévère de l'enzyme, ou un niveau de concentration d'uracile qui traduit un risque de surexposition pharmacocinétique. Et c'est le clinicien qui doit avoir les éléments pour traduire ça en comportement thérapeutique. Comme j'ai insisté pour dire que ce n'était pas on-off, à quel moment, vous, Florian Scottet, vous allez dire ce déficit, il me préoccupe, quel est l'élément de décision? Je me répète, c'est un pourcentage, c'est un chiffre, c'est quoi? Le pourcentage qui est connu, il est de l'ordre de, en gros, 5%. Dans l'une des études qui était avec une large cohorte, on était à 1% des patients avec un déficit hétérozygote. Ce qui est important, c'est de voir aussi ce caractère hétérozygote-homozygote, où là, pour le coup, chez les patients hétérozygotes, on sait qu'on a un risque de toxicité sévère. Chez le patient homozygote, on a un risque de décès létal. Mais par exemple, vous, avec Charles-Antoine, c'est quoi le document que vous donne le laboratoire? Alors, le document qu'on est en droit d'attendre, c'est existe-t-il ou pas un déficit, voilà. Et on peut le quantifier. Enfin, il y a des méthodes pour le quantifier. Mais globalement, dès qu'il existe un déficit, par définition, l'approche sera plus à risque. Alors, ça sert à quoi de le quantifier si ça ne sert à rien au niveau parce qu'on peut être... Si le déficit est complet, considéré comme complet, il est clair que c'est une alternative au 5-fluorouracile qu'il va falloir trouver. D'accord. Si le déficit, tout n'est pas noir ou blanc, c'est un continuum. S'il est partiel, c'est une adaptation posologique qu'il conviendra d'utiliser. Comprenez-moi que je posais la question, c'était 100%, 50%, voilà, je reviens à la première question, c'est que vous dites quoi, vous La réponse qui précède est dans le juste. C'est-à-dire que le biologiste rend un résultat qui est un conseil. Qui est un conseil argumenté par des données objectives obtenues sur le patient. C'est ajuster ou pas la posologie, jusqu'à ne pas traiter. Voilà, c'est d'accord.
Parce C'est qu'on clair. a ajusté la posologie, ça peut être au détriment de l'efficacité du traitement ou pas? Théoriquement, non. Puisque, en fait, si on n'ajuste pas la posologie, sachant qu'il existe un déficit, on provoque une surexposition au produit. C'est-à-dire, théoriquement, des toxicités quasi certaines, sans pour autant un effet dose Mais démontré ça ne joue pas avec sur le l'efficacité. sulfururacil. C'est pas parce qu'un médicament peut avoir des effets secondaires, mais son efficacité ne change pas. Là, vous dites, Non, non, on va mais c'est- diminuer la posologie. Existe-t-il un effet dose démontré Oui. avec le 5-fluorouracil? C'est probable, et encore c'est très variable en fonction du schéma utilisé, parce que je vous rappelle que s'il y a bien une molécule pour laquelle il existe une variabilité de schéma d'utilisation majeure, c'est bien le 5-fluorouracil. Non, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas le risque d'être toxique tout en conservant l'efficacité attendue. Alors, vous voyez aucune agressivité dans mes questions parce que je sens que je. Non, mais là, vous avez raison. Si je peux me J'essaye permettre. de faire en sorte que les gens qui nous regardent, qui découvrent un peu ça, se fassent Si une je peux me opinion. permettre, comme là la- vous avez raison, et ça met justement l'un des problèmes aujourd'hui au jour, c'est qu'on nous demande de doser systématiquement ou de faire une recherche systématique de ce déficit sans qu'on ait pour autant la conduite la plus appropriée, validée, référencée, documentée à avoir face à ce déficit. Il y a Parce encore qu'il y a beaucoup des variabilités aussi de recommandations en fonction de l'existence ou pas. Alors, Donc on est un peu effectivement Si j'ai anticipateur. bien compris, il y a deux sortes de tests pour calculer le déficit. Il y a deux types de tests qui se phénotypique rejoignent. ou génotypique. Oui, qui se rejoignent. Mais vous faites les deux ou c'est un ajout des deux ou... Écoutez, on a recensé une vingtaine de laboratoires en France Ouais. et qui reflètent cette hétérogénéité d'attitude analytique. Il n'y a Il pas une peut y avoir technique qui vous l'un, paraît l'autre. plus pertinente que l'autre. On aurait tendance à dire, je vais prendre l'exemple d'un robinet Oui. qui coule. Donc ce qui compte pour vous, le robinet qui coule chez vous, c'est l'eau que vous allez récupérer. Vous n'avez pas envie de mourir de soif. Ouais. Donc si je vous dis que s'il ne coule pas bien, c'est parce qu'à l'étage en dessous, il y a une fuite, il y a une autre fuite dans la rue, tout ça, vous en fichez. Ce qui vous compte pour vous, c'est la conséquence. Mais j'ai envie que mon plombier soit pertinent. Donc, D'accord. Donc la conséquence, c'est de constater qu'il y a un faible débit d'eau. Et donc nous, on a envie de rendre ce résultat-là. D'accord. Le faible- Donc, si sans je aller comprends vous bien- expliquer pourquoi il y a Ok. le faible débit d'eau. Ouais, mais celui qui est au bout du robinet, donc Eric Charles-Antoine, Voilà. il demande quoi comme test? On peut demander les deux, puisque voilà, aujourd'hui c'est- les deux sont reconnus. Mais là où j'approuve un peu ça, ce qui compte, c'est effectivement la fonctionnalité D'accord. du choix que vous allez faire. C'est effectivement, s'il existe un déficit, quelle que soit la façon dont on le démontre, c'est surtout un déficit de fonctionnalité. Mais Donc je me rapproche de Pareil, toi. vous n'avez pas de choix. Quand vous prescrivez, vous demandez un test. Non, mais encore une fois, aujourd'hui, le test n'est pas demandé de façon systématique. Il est plutôt, comme le disait Gérard en introduction, demandé quand on a des complications. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quel test allons-nous demander et quel résultat on en Justement, attend. c'était la question que je posais. Hein, Oui, donc, oui, mais Tout à fait. on n'a pas forcément la réponse. Alors, les recommandations, vous avez dit qu'il y a des recommandations. On fait confiance généralement aux recommandations pour recommander un test. Qu'est-ce qu'elles disent, les recommandations? Elles vous demandent un test? Les recommandations Bah, qui viennent de l'Agence nationale de la santé des médicaments disent qu'il faut effectivement pratiquer un test qui est soit phénotypage, soit ils imposent génotypage, sans imposer. Ça veut donc particulier. dire que ces deux tests sont au même coût, parce que sinon je suppose que les recommandations auraient proposé le moins cher. Non, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Si on approche quel coût, si on veut faire. On est de l'ordre de 50 €, 100 €, voire un peu plus. Voilà. C'est du simple au double là. hein. Oui, non, mais. Oui. Vous voyez, il y a des tests en oncologie qui vont jusqu'à 1500, Non, 2000 c'est pas parce euros. c'est pas parce que Vous c'est voyez. très cher que ça justifie le Oui, fait. non. Là, disons qu'il n'y a pas un consensus sur le test à choisir. Non, parce qu'il ça peut être le n'y a résumé, même ça. pas de consensus sur la validité définitive de ces tests. D'accord. Alors, on va peut-être essayer. Oui, Florian Scotté. La question du coût est importante, puisque quand on est sur un dépistage individuel, le coût effectivement est très minime. Si on est sur un dépistage systématique, on a discuté tout à l'heure d'une centaine de milliers de patients recevant du 5FU chaque année, on avait des coûts qui sont nettement plus importants. Ouais. Enfin, éviter un décès, ça n'a pas de prix non plus. Hein, donc, on je ne va pense pas que- partir sur ce terrain. Oui, on est non, mais d'accord c'est vrai qu'un- que un c'est- patient n'a pas de prix, on est tout à fait d'accord Mais là-dessus. alors, La réflexion de santé publique dépasse malgré tout la notion de patient et pense plus à D'accord. l'économique. bon, on a compris qu'on est aux alentours de 100 €. Est-ce que c'est remboursé?
Non. Non. Alors, pour ce qui est de l'activité libérale aujourd'hui, lorsqu'on demande ce test, il est facturé au patient sans être donc pris en charge. Et donc ça vous pose un problème. Ça nous pose un réel problème. Alors après, l'hôpital, on peut évidemment, penser que ça va dans le grand trou de l'hôpital, mais... enfin, pas dans un grand trou, mais dans des budgets non, appropriés. mais À l'hôpital, ça rentre dans le coût des examens complémentaires de l'hôpital. D'accord. Délai de réalisation. C'est de l'ordre de la semaine, qui est un délai raisonnable, mais la précipitation actuelle, compte tenu de ces pressions, de ces recommandations, fait que dans certaines situations, on est à 3 semaines d'attente. Ouais. Ce qui, à mon sens, parce qu'il n'y a pas assez de laboratoires. Absolument. Et puis les laboratoires qui le font, eh bien, sont engorgés. Donc, ce qui fait qu'on est devant un réel problème. Là. Est-ce qu'il y a des pays où c'est remboursé, des stratégies différentes de cette notion de, je sais pas. Remboursement, pas à ma connaissance, c'est un réel problème qui est posé un peu partout. Bon. C'est donc le Non, malade. à ma connaissance, mais elle n'est pas complète, je ne pense pas même que dans d'autres pays ce soit systématiquement imposé. Oui, en tout cas, dans les c'est ça le fond du recommandations anglo-saxonnes, parce qu'on peut y revenir, on s'y appuie quand même assez souvent, ça n'est pas une recommandation systématique. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer de le proposer aux patients en leur donnant le choix ou pas? Ah non, Les recommandations ne vont pas dans ce sens-là. Là, ce n'est pas un choix patient, c'est un choix médical. Le patient paie, hein, si j'ai bien compris. Le patient paie au final. Hein. Oui, bien entendu. Enfin, oui. on paye tous, hein, oui. Mais le patient, dans une structure libérale, va se voir facturer un examen dont il comprendra, je l'espère, l'intérêt, tant qu'on n'aura pas budgété ce coût. Florence Côté. Vous posez une question intéressante qui est l'information du patient. Ouais. Est-ce qu'il faut lui demander s'il est d'accord pour qu'on réalise le test ou pas? Je suis complètement d'accord avec Eric. C'est un peu compliqué, c'est une décision médicale, c'est une prescription. En revanche, l'informer des risques liés aux médicaments. Ouais. Et donc lui dire que la possibilité qu'il y a un test, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de... Et le patient maintenant est au courant puisque Mediapart et le Figaro ont attisé le débat. Peut-être que dans cette information, il faudra avoir la réponse par derrière de dire voilà, nous avons le test. On a l'impression que vous regrettez que les patients soient informés de ça, que non. Vous me faites dire absolument le contraire de ce que je pense. Non, mais ce que vous dites, puisque les patients sont, c'est donc pas forcément. Je pense que c'est une très bonne chose que les patients soient informés. C'est quelque chose que l'on doit. Ce que je déplore, c'est la façon dont les patients sont informés. Ouais, c'est justement, mais c'est un peu notre rôle justement de faire en fait que cette information-là se change. Alors on va rester un petit peu avec vous, Florence Côté, puisque vous êtes spécialiste de clinicien. C'est quoi la toxicité? Parce qu'on a parlé de ce déficit en DTP, déjà, qu'est-ce qu'on risque? Alors, on a la toxicité habituelle du 5-fluoruracil, qui est une toxicité palmoplantaire, muqueuse. Donc, on a des mucites, en fait, sur tout le tract digestif, qui peuvent aller depuis la bouche jusqu'à des diarrhées importantes. Et ça, vous avez dit que c'est la toxicité habituelle, donc pas liée au déficit en DTP? Il y a la toxicité habituelle du 5-FU, qui peut se majorer et qui peut donner des complications plutôt inhabituelles dans les situations de déficit. Par exemple, les toxicités hématologiques qui peuvent être très importantes avec des patients avec des neutropénies, des anémies, des thrombopénies qu'on ne rencontre pas habituellement avec la capecitabine. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser effectivement des questions et réagir. Éric Charles-Antoine, on dit qu'il meurt, donc certains, ils meurent de quoi? Alors, les toxicités qui ont été rapportées et qui sont létales sont toujours les mêmes ou presque. Hein. Ce sont des complications septiques dans des périodes d'aplasie ou de neutropénie sévère, ce qui est vrai et totalement inhabituel lorsqu'il n'y a pas eu d'erreur de dosage, avec l'utilisation du 5-fluoracil ou de la capecitabine. Il est exceptionnel d'avoir des complications létales liées à des mucites sévères, même si cela se décrit. Encore une fois, moi, je reste très circonspect sur l'imputabilité des décès toxiques observés. Mais pas les problèmes. Non, les problèmes existent. Oui. Personne ne les nie. Encore une fois, il faut savoir hiérarchiser un peu tout cela. Oui, je suis d'accord. Et on est bien face à une information qui n'est pas forcément la connaissance. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ouais. Et donc, par définition, lorsqu'on fait le buzz sur du décès, effectivement, il faut savoir aussi, c'est notre rôle, rassurer. Je suis d'accord, mais on ne peut pas non plus ne mettre ça sous le tapis et dire... voilà, juste milieu, on est là justement pour le démontrer. Alors, on va aller vers Gérard Milano, qui n'a rien dit depuis un certain temps, ce qui m'inquiète. Soit vous êtes totalement d'accord, soit vous pensez qu'il y a quand même... des choses à dire? J'attends vos questions. Par exemple, sur tes histoires de la toxicité. Je crois que la toxicité, il faut distinguer les deux fluoropyrimidines. Oui. Les deux fluoropyrimidines qui sont d'utilisation courante actuellement. Et je pense que les oncologues médicaux à côté de moi ne vont pas me contredire. Il y a le 5-fluoruracil par voie veineuse, où les problèmes posés par le déficit en DPD sont d'ordre pharmacocinétique, c'est-à-dire qu'il y a une surexposition aux médicaments.
Et c'est un peu plus complexe quand on s'adresse à la capecitabine, qui est la forme orale du 5FU, qui est une forme très pratique, puisqu'on peut prendre le traitement en dehors de l'hôpital. Et cette forme orale est un peu complexe dans sa pharmacologie. C'est-à-dire que ce médicament, sous forme orale, est un peu comme une poupée russe, pour une image. C'est-à-dire qu'il va révéler la partie active du médicament par plusieurs étapes enzymatiques successives. Comme des prodrogues. Oui, Oui. c'est une pro-drogue de 5FU. Et donc la dernière étape d'activation se fait au niveau cellulaire, au niveau de la cellule elle-même. C'est donc au niveau de la cellule elle-même que la DPD, que le déficit en DPD va jouer son rôle. C'est-à-dire à un carrefour métabolique où le moindre déséquilibre va exposer la cellule elle-même à un risque de toxicité, que ce soit la cellule normale de l'organisme ou la cellule tumorale qui est visée par le traitement. Donc vous voyez là, avec la capecitabine, le risque est plus aigu d'un déficit. Et c'est ce que l'on observe. Alors, je sais que vous n'aimez pas la naïveté de mes demandes chiffrées, mais sur 100 patients qui sont traités par ces produits, combien on a un déficit en DPD? On vous l'a dit. Oui, mais je rappelle. On vous l'a dit, on est de l'ordre, on va dire, 5%. On commence à être dans une zone à risque. Sur ces 5%, et 2%, c'est les risques sévères, vous voyez. Ouais, donc 5%, sur 5%, 2%, on va avoir des risques sévères. Voilà, on va dire à peu près 2%, voilà. selon les études. Et 200 sur 100 000 vont avoir un décès, si je reprends mes chiffres. Mais vous n'êtes pas forcément d'accord. Mais c'est des toxicités qui apparaissent rapidement ou progressivement ? On peut avoir les deux types. Il a été décrit, mais là, je ne sais pas encore s'il y a un lien direct avec un déficit en DPD, mais vous savez qu'il y a aussi des problèmes de spasme ou d'angor spastique observés avec les fluoropyrimidines. Alors, je ne sais pas si le déficit en DPD va jouer un rôle majorant ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des toxicités qui ne sont peut-être pas directement concernées par tout cela. Mais il peut y avoir les deux. Mais effectivement, nous, on avait retenu que tout ce qui est rapidement inhabituel doit nous faire évoquer cela. Donc, par définition, la rapidité d'acquisition d'effets sévères, ça doit être effectivement l'un des signes d'un déficit en DPD. J'ai l'impression qu'il y a deux étapes dans cette histoire. Il y a les 20 ans ou avant la circulaire, et puis il y a depuis la circulaire. Avant la circulaire, vous posiez quand la question dans des déficits en DPD? Est-ce que même... Puisque vous m'avez expliqué que ça fait 30 ans qu'on le sait. Donc vous posiez la question quand vous aviez des signes cliniques ou en règle générale, à Florence Côté, vous faites quand il y avait des complications sévères, comme vient de le dire Éric Charles, des complications sévères. Donc vous n'étiez pas du tout dans la prédiction, dans la prévention, du tout. Vous étiez dans l'action. Tout à fait. Oui, ça va. On est aussi, malgré tout, dans un développement de la notion de soins de support, avec un regard sur les critères prédictifs de toxicité, la tolérance au traitement et ce développement dans le parcours de soins, de tenter d'améliorer au maximum la qualité de prise en charge, la qualité des soins. Vous n'aviez pas des pistes avec, je ne sais pas, par exemple, des antécédents familiaux, des facteurs de risque, Gérard ? Oui. Ce syndrome de déficit de DPD est un syndrome héréditaire. Et il y a bien entendu, mais bien entendu, il y a des arbres familiaux qui ont été décrits, qui ont été publiés, puisqu'on a évoqué ces mutations. Ces mutations, ce ne sont pas des mutations qui sont liées à la cancérogénèse. Ce sont des mutations qui sont propres à l'individu, à notre génome propre. Et donc ça se transmet. Voilà. Ça se transmet sous mode récessif. Quand on ne sait pas s'il y a ce déficit, c'est pas facile d'en évaluer la gravité d'un point de vue clinique alors. C'est-à-dire que quand vous avez des manifestations cliniques... Mais si, justement, parce que c'est le caractère sévère, inhabituel, rapidement acquis. Et donc là, vous arrivez quand même à bien cerner la gravité. C'est pour ça que je commence à savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait. C'est quand même notre travail quotidien. Oui, je sais, d'accord. D'apprécier la gravité d'un... Bon, alors avant cette circulaire... Après, c'est l'imputabilité. Et avant cette circulaire, et depuis cette circulaire, il n'y a pas de problème pour le traitement, on va voir, puisque maintenant, c'est simplement les conséquences qu'on peut gérer. Comment vous gérez ces toxicités ? Vous avez dit réduction de dose, vous, tout à l'heure. Ah non, ça peut être même un arrêt thérapeutique temporaire. Et en règle générale, on a quand même l'habitude aussi de réinitier, si c'est nécessaire, le traitement à dose plus modérée, avec une surveillance encore plus active. Oui. Bolus version administration prolongée, ça change quelque chose ? Alors,
C'était un peu la question que je posais même à Gérard, c'était y a-t-il des variabilités en fonction du mode d'administration? Nous, on a plus l'habitude des expositions continues, mais bon, le bolus peut être aussi toxique. Milano va nous répondre. Le bolus a été largement utilisé, il tente à être un petit peu abandonné maintenant avec des formes prolongées. Alors, le bolus, un bolus veut dire une administration courte, IV courte, coup de seringue. Voilà, ça a été l'impact du déficit DPD sur le bolus est catastrophique et on voyait des toxicités neurologiques. C'est-à-dire que le patient rentrait dans le coma, pourquoi? Parce que c'est un impact pharmacocinétique majeur. Il y a un franchissement de la barrière hémato-encéphalique par le médicament qui va faire une destruction des cellules nerveuses. Et donc, le patient rentre dans le coma d'une manière irréversible. Et cliniquement, le bolus se justifie Non, alors ça dépend des pathologies, encore une fois. Alors, en ce qui concerne les tumeurs du sein, très longtemps, on utilisait le bolus à dose modérée. Hein. Attention, parce qu'il y a aussi un effet lié à la dose du bolus qu'on utilisait. Mais non, mais c'est important, c'est important. Et en tout cas, en matière de cancer du sein au stade précoce, donc dans ce qu'on appelle l'adjuvant, on utilisait très longtemps le FEC, et dans le FEC, il y a F pour 5-fluorouracil administré en bolus. Il faut avouer que depuis 5 ans et depuis un nombre d'études assez conséquent, on s'est posé la question de l'intérêt vraiment de ce bolus. Pas lié à ça. Non, absolument pas. Lié à autre chose. Aujourd'hui, la plupart des protocoles ont supprimé le bolus du 5FU en adjuvant, c'est-à-dire au stade précoce. Alors, vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait une différence entre déficit complet et déficit partiel. Est-ce que le clinicien en tire des conclusions? La conclusion, elle est à tirer, pour revenir à votre question précédente sur la prise en charge de ces toxicités, quand on a la prédiction, si on a un déficit complet, c'est une contre-indication absolue au 5FU, qu'on connaît actuellement et qu'on a sur le marché actuellement. Quand on a un déficit partiel, l'attitude à tenir, c'est une réduction de dose, et ce qui est recommandé, c'est de réduire de 25 à 50% la dose du 5FU qui est administrée. Lorsqu'on a la toxicité, qu'on n'a pas eu la prédiction, à ce moment-là, la prise en charge, c'est une prise en charge qui, en cas de toxicité sévère, évidemment, malheureusement, se fait souvent en réanimation. Il existe un antidote qui... Un antagoniste de l'antidote, c'est ça? Peut-être que Gérard Milano pourra nous raconter l'effet pharmacologique exact. L'antidote est là pour contrecarrer la surexposition aux médicaments. Donc ça fonctionne comme un antagoniste. Voilà. Ouais. Le problème, c'est de le donner à temps. Si on arrive trop tard. Donc l'antidote est recommandé quand ça arrive dans toutes les professions, qui ont par exemple une erreur de dosage, et qu'on se rend compte qu'il va y avoir un surdosage en médicaments. Donc très rapidement, dans les 24 heures... Sur la clinique ou sur des examens biologiques? Non, ça arrive tous les jours, malheureusement. Oui, je suis d'accord, mais on ne va pas donner des antagonistes à tout le monde. Il y a le moment où vous prenez la décision... Écoutez-moi, quand il y a un risque d'exposition inopinée, surexposition aux médicaments, on a cet outil d'antidote à mettre en place très rapidement, et donc qui peut diminuer effectivement le risque toxique. Mais avec le déficit en DPD, il y a un décalage. On va se rendre compte des problèmes de toxicité à un moment où c'est enclenché. Ah oui. Mais ça annonce, cet antagoniste, il s'appelle... Est-ce qu'il y a un nom qu'on peut donner ou on ne le donne pas? Moi, je n'ai que le nom commercial. D'accord. Et ça vous arrive de le prescrire? Non, alors moi, à titre personnel, je n'ai jamais prescrit. J'en parlais parce que le patient qui est dans une situation grave en réanimation, c'est l'une des solutions qu'on va éventuellement avoir en tête à proposer. Je ne dis pas que c'est efficace, mais en tout cas, on est dans la médecine d'urgence, là. Il faut faire ça vite, c'est dans les heures qui suivent le... Ah oui, plus vite on l'introduit, le mieux c'est. Bon, et ça coûte cher. Enfin, Je crois que c'est quand même... Alors, c'est coûteux. 2, c'est pas disponible comme ça. Il faut faire une demande d'une autorisation. Oui. En tout cas, c'est déclaré comme tel. Encore une fois, je serais curieux de savoir le nombre de prescriptions de cet antidote chaque année en France. Exceptionnel. Je pense. Exceptionnel. Bon, donc, on va rentrer maintenant alors là, dans la partie qui peut encore faire un débat... assez animé, qui est le côté opposable ou non de ce dosage du déficit en DPD. Les recommandations, elles disent quoi? Par exemple, vous qui êtes clinicien, vous lisez les recommandations, elles vous dites quoi? Elles vous disent de faire quoi? La recommandation officielle est de proposer un test de dépistage systématique à tout patient amené à recevoir 5 FU. Il y a une différence entre proposer et faire. C'est-à-dire, la recommandation ne vous dit pas il faut faire à tous ces patients un dosage.
C'est étonnant des recommandations de vous dire, de vous renvoyer la patate chaude quelque part, en disant c'est votre C'est pas la première fois qu'on en a pris Oui, mais enfin, l'habitude. là, Florian Scottet, c'est vous dire, c'est à vous de faire le choix. C'est le jeu de la recommandation. Il est recommandé veut dire qu'on vous met dans les mains la clé de la voiture et vous en faites ce que vous voulez. D'accord. S'il y a un problème, il peut vous être opposé de ne pas avoir suivi la Mais on recommandation. dit qu'elles ne sont pas opposables. Ça veut dire, les recommandations, elles ne sont pas opposables. C'est-à-dire que... oui, mais alors là, on joue dans la subtilité du terme, si je comprends bien. Je crois, Gérard Milano, que ça vous a même conduit jusqu'à un tribunal. Vous avez été... Enfin, pas vous à titre personnel, excusez-moi. Je ne voulais pas, d'un seul coup, Gérard Milano disait, mais mon Dieu, qu'on va penser de moi. Non, mais vous avez été expert dans un... C'est ça. On a demandé mon expertise, voilà. effectivement. Donc, ça veut dire qu'il y a des cas où on peut demain reprocher... Ouais. J'espère qu'on ne le fera pas pour vous, mais vous pouvez... alors, donc, ça vient du patient. C'est pas le pouvoir public qui vont se dire « Ah, vous avez dit deux ». Je crois qu'aujourd'hui, on joue là sur des subtilités, sur des subtilités pénales ou judiciaires, et je crois qu'aujourd'hui, à partir du moment où cette recommandation existe, il me paraît difficile de ne pas le faire, puisque c'est ça, de ne pas faire systématiquement ce dosage. Maintenant, encore une fois, comment le budgéter, organiser les laboratoires susceptibles de recevoir ces tests, pour nous les donner en termes de réponse assez rapidement, et réorganiser nos façons de faire, effectivement, oui. Mais aujourd'hui, moi, je sais qu'aujourd'hui, dans notre structure, c'est quelque chose sur lequel nous devons nous concerter, mais nous allons le faire systématiquement. Bon, c'est ce qu'on appellera l'épée de Damoclès du DPD au-dessus de votre pratique quotidienne. Mais on peut c'est quelque chose mais il y a deux situations. Il peut y avoir des alternatives aussi au 5-fluorouracil dans certaines situations. On va y arriver. Mais là, déjà, sur le côté opposable, vous dites, je pense qu'il faut le faire, mais pour le moment, vous ne le faites pas forcément. Non, mais c'est vraiment là, c'est une question de semaine. De semaine. Et vous Oui, c'est pareil. La réflexion dans les centres doit avoir lieu. Le circuit de réalisation pratique du dosage, de façon à ce qu'il soit rendu systématique dans un temps court, qui ne doit pas nous faire retarder le démarrage du traitement, et qui soit simple pour le patient, et puis en termes de coût, avoir cette réflexion, doit être menée. Vous êtes, bien évidemment, vous êtes tous les deux cliniciens qui ont une vraie réputation. Vous êtes là le témoignage de tous les autres, quelque part. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, on attend quand même de nos sociétés savantes respectives aussi leur opinion, parce que ce serait quand même intéressant de l'avoir, savoir ce que pensent les sociétés savantes sur le caractère systématique de ce test. Nous n'en avons pas encore les réponses. Enfin, moi, ça vous fait sourire, Gérard Milano, dans ce que vient de dire Richard Antoine? Ça ne m'étonne pas, parce que si on se réfère, docteur Antoine a fait allusion aux recommandations internationales. Effectivement, quand on regarde les recommandations internationales, que ce soit au niveau européen, voire nord-américain, on constate qu'il n'y a pas de recommandation formelle pour la pratique de ce test avant administration de fluoropyrimidine. Donc, alors bon, tant qu'il n'y a pas de... Oui, Florence Scottet ? Est-ce que vous connaissez le taux de suivi et de connaissance des recommandations, qu'elles soient nationales, internationales ou locales ? Et local, il est globalement de 75%. Les recommandations nationales et internationales, le taux de suivi est de l'ordre de 10-20%, même grand maximum. Oui, mais enfin, c'est pas forcément, on n'a pas forcément tiré. Non, mais ce qu'on peut en tirer comme réflexion, c'est que justement, à partir du moment où cette recommandation émane d'une société savante ou d'une institution nationale, la réflexion dans les centres doit nous amener à faire des recommandations locales et à ce moment-là, à avoir justement cette... Alors, je vais vous faire une réflexion extrêmement naïve. Au lieu de donner des fluoropyrimidines, on peut peut-être donner autre chose, non ? Ça dépend des pathologies. Je crois que oui, mais justement, nos collègues, allons-y par pathologie. Nos collègues du digestif, je vois guère d'alternatives dans tous leurs protocoles. Oui. Il y en a une, mais elle n'est pas sortie encore, donc on n'en parlera pas. Voilà, ça c'est un autre débat, c'est ce qui peut arriver. L'utilisation de la capecitabine en cancer du sein est utilisée pour le moment uniquement en phase avancée, c'est-à-dire en phase métastatique, et se pose comme étant un choix parmi d'autres. Et c'est vrai que dans un contexte d'initiation rapide du traitement, si on ne dispose pas de ce test ou des résultats de ce test, il est toujours possible d'avoir effectivement des alternatives de traitement oral, que ce soit la minorelbine ou autre. Mais pour autant, cette patiente recevra un jour ou l'autre de la capecitabine. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise bien en amont. C'est-à-dire que dès le diagnostic de cancer du sein, je pense qu'aujourd'hui, au même titre que l'on va organiser ou pas un bilan d'extension, du moins à sa phase avancée, il est légitime de le proposer. Donc deux solutions, soit on n'a pas le résultat et on n'a pas fait le test et on peut
relâche, en faire un changement thérapeutique de préventif quelque part, soit on a le résultat du test. Une alternative. Une alternative, soit on a le résultat du test et là on peut choisir, enfin on a mes confiances. Le choix reste le même, bon, il est ça paraît assez simple. Dans les autres cancers, cancer du côlon, pas et du rectum, pas vraiment d'alternative. Dans les cancers ORL non plus. Non plus, c'est compliqué. Après, on a des molécules qui sont importantes et qui ont une place, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le 5FU fait encore partie du schéma thérapeutique habituel, en tout cas en traitement d'induction. Oui, Gérard Minano. 30% des chimiothérapies, les fluoropyrimidines, c'est quand même considérable. Donc, ce qui veut dire quand même que tous ceux qui nous regardent, en particulier ceux qui sont oncologues, sont devant un problème de conscience, d'attitude, mais j'allais dire, c'est votre lot quotidien. Oui. Et puis, tous les autres qui nous regardent, qui ne sont pas oncologues, est-ce qu'ils ont le droit d'en parler, les médecins qui suivent les patients, parce qu'il y a beaucoup de médecins de famille traitants qui nous regardent. Pourquoi leur enlever ce droit après? Non, mais qu'est-ce qu'ils doivent en retenir, en discuter avec l'oncologue de ce problème-là, avant que ça soit leur patient qui arrive avec l'extrait d'Internet? Non, parce que c'est ce qui se passe. Non, mais je crois qu'effectivement, ils sont en droit d'attendre que la structure à laquelle ils réfèrent leurs patients en cancérologie ait au moins réfléchi à cette nouvelle problématique et décidé d'une action. Et l'action aujourd'hui, du fait, moi je le dis très clairement, de la judiciarisation potentielle, c'est de le faire. Mais je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que ça me semble important. Dans un pays aussi judiciarisé qu'est les États-Unis, ça me semble quand même très paradoxal qu'ils ne le recommandent pas, ou du moins qu'ils ne le fassent pas faire systématiquement. Donc, c'est peut-être pas arrivé encore, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que le problème existe. Clairement. Vous avez mis un certain nombre d'années pour qu'il y ait des recommandations. Il suffit qu'il y ait une classe action qui soit faite là-dessus et ça part comme une démarche. Oui, et il n'y aura pas plus d'arguments pour eux que pour nous, d'ailleurs. Non, mais c'est quand même une question qui mérite qu'on s'y attelle. Je vais vous dire une chose, le temps est passé, je me suis pas ennuyé une seconde pendant ce débat et je vais vous demander, c'est la tradition, de conclure. On va commencer par vous, Florian Scotté, l'ordre de la table, c'est pas pour faire un choix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux médecins qui nous regardent et qui nous écoutent? J'ai envie de dire qu'il faut informer les patients, effectivement, sur ce risque, qu'il faut que nous réfléchissions tous à cette attitude dans nos centres. Après, je crois qu'on est dans une ère, au-delà de ce débat sur le DPD, qui est très intéressante, car il nous amène à réfléchir sur les facteurs prédictifs de toxicité au traitement. Et il y a beaucoup de choses qui se développent au-delà de ce dosage spécifique. Et on est certainement au début d'une nouvelle ère, même si ça fait 30 ans qu'on en parle, au début d'une nouvelle ère qui nous permettra de mieux adapter les traitements à chaque patient, ce qu'on appelle les soins de support notamment. Alors on va demander la conclusion de Gérard Milano, et puis après on terminera par Eric Charentoil pour nuancer. Comme ça, vous allez... Non, mais simplement, quand vous êtes arrivé dans ce studio, vous avez regardé le titre de l'émission, vous avez dit « Prévention, ça ne me plaît pas comme titre ». Moi, je trouve qu'il n'était pas si mal... Oui, j'en aurais mis un autre. Mais qu'est-ce que vous auriez mis, justement risque associé à... plus punchy. Si vous trouvez ça plus punchy, je ne suis pas persuadé. Le problème, ce n'est pas à ce niveau pour ma conclusion. Non, bien sûr, mais c'était juste pour si vous me demandez de conclure, je dirais que ce problème de la DPD interpelle vraiment le biologiste du cancer. Il interpelle à 2 titres. Il dit, comment vous, biologiste du cancer, vous êtes capable de délivrer un test fiable, rapide, peu onéreux? Ça, actuellement, dans le contexte. Mais surtout, horizon quand? Maintenant. D'accord. Alors, vous évoquez un horizon. Et l'horizon doit être sur un test vrai de dépistage. Oui. Que les tests que nous avons évoqués jusqu'à maintenant ne sont pas des tests de dépistage. D'accord. C'est ces tests de dépistage que vous faites quand vous mesurez la glycémie. Voilà. Un test qui soit simple, qui soit peu coûteux, qui soit pour le grand public. Vous avez évoqué le médecin généraliste, qu'on peut faire cabinet de généraliste. Bon. Et ça, c'est un challenge pour nous les biologistes, capables de mettre sur pied, de développer un tel test. Horizon de je peux vous dire que 20 ans, que le ministère, les experts du ministère, avec qui j'ai été en communication, attendent de nous ce genre de test. Alors, horizon, non, un PHRC, par exemple, 5 ans. Ah d'accord, donc c'est quand même vraiment, c'est dans les tuyaux. Et vous aviez dit que vous aviez une deuxième conclusion, mais vous avez peut-être... Oui, la première, c'est de bien réaliser ce qu'on fait aujourd'hui, et la deuxième, c'est de faire évoluer. D'accord. Bon, voilà, merci. Allez, Éric Charles-Antoine, la DER des DER. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, simplement, c'est vrai qu'on est dans un pays idéal où cette recherche
est quand même une étape de l'individualisation thérapeutique par la pharmacologie. C'est-à-dire que si on est capable de le quantifier, on aura la bonne dose pour le bon patient. Et puis on a un pays réel, celui dans lequel on vit au jour le jour, au quotidien, et on en est très loin. Donc voilà, aujourd'hui, je fais ce test systématiquement, du moins je le souhaite. Pour autant, la pertinence de le faire à tout le monde n'est pas une conviction partagée. Voilà. Suivre la clinique et avoir des alternatives. Écoutez, merci. J'espère que vous avez été aussi passionné par ce débat que je l'ai été à l'animer. Cette émission sur la prévention des effets indésirables graves liés à un déficit en DPD au cours des chimiothérapies incluant une fluoropyrimidine est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté les clarifications nécessaires. On y reviendra si ce n'est pas le cas. Faites-moi le savoir. Merci à vous, nos invités. On se retrouve très bientôt sur Fréquence Médicale.